cancer du rein n'est pas une affection aussi fréquente que l'hypertrophie bénigne de la prostate, parce que c'est un cancer. Alors, si vous avez une masse rénale, donc masse au niveau du rein, toujours pensez au cancer, ok? Et actuellement, donc, on découvre le cancer du rein de façon fortuite. Pourquoi? Parce que on appelle ça des découvertes incidentales. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que, comme l'échographie s'est démocratisée, pour le moindre souci, pour la moindre douleur abdominale, on fait l'échographie. Et c'est l'échographie justement qui découvre ça. Donc, on ne va pas directement à la recherche de cette tumeur du rein. Non. C'est-à-dire, on la découvre de plus en plus de façon incidentale. Le cancer du rein, donc peut-être multifocal. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il peut être localisé sur différentes parties du rein. Et aussi, il peut être bilatéral. Bilatéral dans 2 à 3% des cas. Pourquoi c'est important actuellement de parler de ça? Parce que, tout simplement, parce que on privilégie actuellement la chirurgie d'épargne néphronique. C'est quoi la chirurgie d'épargne néphronique? Parce que avant, quand on avait un cancer du rein, les indications et la conduite à tenir étaient de enlever tout le rein, c'est-à-dire faire une néphrectomie, selon la technique de Robson, c'est-à-dire une néphrectomie élargie, c'est-à-dire depuis les années 40, 1940. Maintenant, comme la science s'est développée, on a constaté que s'il y avait une tumeur du rein, elle était polaire supérieure, polaire inférieure, là, on pouvait faire ce qu'on appelle des tumérectomies, c'est-à-dire enlever uniquement la tumeur. Maintenant, si elle intéresse un tiers du rein, on pouvait enlever le tiers du rein et faire ce qu'on appelle la néphrectomie partielle. Et c'est pour ça que, vu justement ce que je viens de dire, c'est-à-dire que le cancer peut être multifocal, vous imaginez s'il y avait une petite tumeur au niveau polaire supérieur et qu'on enlevait tout le rein, donc l'individu, le malade, va survivre avec un rein, et dans le futur, il risque effectivement dans 2 à 3% des cas de développer une autre tumeur sur le rein restant. Qu'est-ce que nous allons faire? Qu'est-ce que nous allons faire? Donc c'est ça l'intérêt. Si vous devez comprendre quelque chose aujourd'hui, c'est ça. C'est-à-dire faire une chirurgie d'épargne néphronique. Le traitement de référence que vous voyez, c'est la chirurgie. Quelques chiffres. En France, quelques chiffres. En France, le cancer du rein est le 9e cancer de l'adulte. Il s'agit aussi du 3e cancer urologique. Hein? L'incidence, allô? Oui, l'incidence du cancer du rein augmente constamment depuis 30 ans, du fait de la généralisation, et je l'ai dit, des examens complémentaires, et notamment l'imagerie, donc l'échographie. Elle touche plus l'homme que la femme, environ 2 hommes pour une femme. Son pic d'incidence se situe entre 60 et 70 ans, alors qu'actuellement nous retrouvons des cas beaucoup plus jeunes. L'épidémiologie, les facteurs de risque, le principal risque du cancer du rein est l'insuffisance rénale, hein, parce que les insuffisants rénaux développent beaucoup plus les cancers du rein. Et que cette incidence est multipliée par 7, effectivement, chez les transplantés rénaux. Il y a aussi d'autres facteurs de risque. Il s'agit du tabac, de l'hypertension artérielle, de l'obésité, etc. Certaines maladies héréditaires familiales prédisposent aussi aux tumeurs du rein. Il s'agit de la maladie de von Hippel-Lindau, ou VHL. C'est un carcinome à cellules claires, multiple, et c'est ça, multiple, ça veut dire plusieurs localisations plurifocales, précoces, qui peuvent récidiver. D'autres plus rares, le carcinome papillaire héréditaire, le syndrome de Birkhoff-Dubé, et il est recommandé de proposer, quand vous êtes en face de ces cas,
de proposer une consultation en oncogénétique en présence de toutes ces tumeurs, notamment chez les sujets beaucoup moins jeunes, chez les sujets qui présentent plusieurs types de localisation, et notamment dans le papillaire et le chromophobe ou hybride. Alors, également, vous avez les tumeurs rénales multiples, on en a parlé, multiples, bilatérales, etc. Alors, en anapathie, je pense que vous avez un couple d'anapathie qui vous ont parlé de ça, mais grosso modo, retenez ça. Vous avez en gros les tumeurs dans ce tableau, les tumeurs bénignes et les tumeurs malignes. Dans les tumeurs malignes, vous avez les carcinomes à cellules claires. Dans les carcinomes à cellules rénales, les carcinomes à cellules rénales, vous avez près de 90%, et les autres, vous avez 10%. Dans les 90%, vous avez les carcinomes à cellules claires, 75%, les tubulopapillaires, 10-15%, inférieur à 5% les chromophores, et les cancers carcinomes de Bellini, de 1%. Dans les bénignes, vous avez les oncocytomes et les angiomyolipomes. Vous m'arrêtez si je vais rapidement. Donc, quant à les tumeurs malignes, on avait dit que c'était des carcinomes à cellules rénales. Dans 90%, il s'agissait de tumeurs à cellules claires. Elles sont hétérogènes. Classiquement, quand vous découpez la tumeur, elle est jaune chamois, optiquement vide, riche en lipides et en glycogène. Vous avez les tubulopapillaires, on les a dit, 10 à 15%. Il existe deux sous-types. Vous avez les carcinomes chromophobes, de bon pronostic généralement, et vous avez les carcinomes de Bellini ou carcinomes du tube collecteur de Bellini. Les autres types histologiques, beaucoup moins rares, beaucoup plus rares, je veux dire, il s'agit de tumeurs métanéphriques, les néphroblastomes chez les enfants notamment, les tumeurs mésenchymateuses et les tumeurs neuroendocrines qui sont très, très malignes, très péjoratives. Il faut noter que devant ces tumeurs, nous avons un grade, vous avez le grade de Fuhrmann. C'est un facteur pronostic qui est majeur dans le cancer du sein, retenez ça. En fonction de la morphologie nucléaire, aspect du noyau, de la taille du nucléole, on distingue les tumeurs de bas grade, donc les bas grades de Fuhrmann 1 et 2, et les tumeurs de haut grade, c'est les 3 et 4. Les tumeurs bénignes, retenez l'oncocytome ou adéno-oncocytaire, c'est une tumeur bénigne qui représente 5% des tumeurs rénales. On peut parfois les confondre avec les chromophobes. Et vous avez en deuxième temps, l'angiomyolipome, angiovasculaire, myomusculaire, lipome, bref. Donc, tumeur mésenchymateuse constituée en proportion, je l'ai dit, en tumeur en vasculaire, en vaisseau, en cellules adipeuses et en fibres musculaires. Il touche généralement souvent les femmes, souvent les femmes, et le diagnostic peut être fait au scanner non injecté. Son principal risque évolutif est le saignement, c'est-à-dire l'hématurie, voire des hématomes rétropéritonéales. Lorsque son diamètre dépasse les 4 cm, les patients atteints de sclérose tubereuse de Bourneville ont fréquemment de volumineux angiolipomes bilatéraux. Vous remarquerez que, imaginez quelqu'un qui a un gros rein bilatéral, nécessairement, dans le temps, il évoluera vers l'insuffisance rénale. Alors, actuellement, bien sûr, les examens d'imagerie peuvent faire la différence, effectivement, entre les tumeurs bénignes et les tumeurs malignes. Au moindre doute, on fait, quand il y a un doute, c'est-à-dire on n'est pas sûr qu'il y a un cancer, on peut demander une biopsie rénale. Les lésions kystiques, en fait, c'est des tumeurs qui peuvent se présenter sous une forme kystique. Les kystes simples sont très fréquents, 40 à 50% après 50 ans, donc c'est très simple. L'imagerie va retrouver une densité hydrique homogène avec une paroi qui est régulière. Généralement, on ne traite pas, sauf si elles sont monstrueuses, douloureuses. Là, on peut opérer.
On n'enlève pas le rein ici, on parle de bénin, simple, kyste simple. Donc c'est bénin, on va uniquement enlever la coque, donc la paroi de ce kyste. Certains éléments observés sur le scanner rendent le kyste atypique ou suspect. C'est quoi? C'est quoi ces éléments? Ça peut être la présence de cloison, la présence de calcification, voire de l'épaississement ou une irrégularité de la paroi ou des cloisons, un rehaussement après injection de produits de contraste, des végétations intrakystiques. Donc, toutes ces lésions ou tous ces éléments peuvent être péjoratifs et vous faire penser au cancer. D'où l'importance de faire un scanner. Et ce scanner va nous permettre de classer ces tumeurs kystiques, une classification de Bosniak, on l'appelle comme ça, la classification de Bosniak. Je vous l'ai mise ici. Voilà, dans le type 1, c'est un kyste simple. Kyste simple, on l'avait vu, densité hydrique, homogène, limite régulière, à parois visibles, pas de rehaussement après injection de produit de contraste. Ça, c'est le kyste simple, on ne fait rien du tout. Le type 2, kyste atypique, vous avez des cloisons qui sont fines, vous avez de fines calcifications pariétales, vous avez des kystes qui sont hyper denses, on l'a vu, pas de rehaussement. Aussi, c'est des kystes bénins. Pour les 2F, par contre, les cloisons deviennent plus nombreuses et fines. La paroi légèrement épaissie, vous avez des calcifications au niveau des parois et des cloisons, donc vous avez des cloisons. C'est un kyste hyper dense. Là, c'est suspect. Le type 3, le kyste suspect. Cloison plus nombreuse et épaisse, parois épaisses, limite irrégulière, calcification épaisse et irrégulière, contenu dense, rehaussement de la paroi ou des cloisons après injection de contraste. Là, c'est suspect de cancer. Le cancer à forme kystique, paroi épaisse et irrégulière, là vous êtes sûr. Végétation ou nodule mural, rehaussement de la paroi après injection. Vous comprendrez qu'entre le type 3 et le type 4, il n'y a pas une grande différence. D'où l'intervention chirurgicale pour la thyroïde 4. Le 2 est suspect, donc il nécessite une surveillance. Le type 1 et 2, c'est des kystes simples, donc des kystes bénins. La classification de Bosniak, je l'ai dit, les kystes de type 1 sont considérés comme bénins, qui ne nécessitent pas de surveillance. Les kystes 2F au follow-up, là, doivent être surveillés. Les kystes 3 et 4 sont de haut risque. Hein? Et quand ils sont de haut risque, il est recommandé de faire l'exercice chirurgical. Le diagnostic, forme asymptomatique, tout à l'heure, on avait dit que c'était des formes incidentales. La grande majorité des tumeurs, 65%, est diagnostiquée de façon incidentale. Le plus souvent, à la suite d'une échographie ou scanner. Les tumeurs incidentales sont en général de petite taille et localisées. Regardez, c'est important. De petite taille, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut faire une tumérectomie ou une néphrectomie partielle. Voilà, je vois, sur un rein droit, et cette tumeur qui est exophytique, c'est-à-dire en dehors pratiquement du rein. Voilà le rein droit, le rein gauche, et voilà la tumeur. On peut faire ce qu'on appelle ici, dans ce cas précis, une résection de cette tumeur, donc c'est une tumérectomie. Les formes symptomatiques. Les formes symptomatiques, c'est l'hématurie. C'est quoi l'hématurie? C'est-à-dire que c'est pisser du sang, uriner du sang. On doit faire rechercher une tumeur. On l'avait vu tout à l'heure, de l'hypertrophie bénigne de la prostate. Il peut parfois y avoir des symptômes locaux. Donc c'est la triade. C'est quoi la triade? C'est la tumeur macroscopique, la lombalgie et la masse du flanc pour les tumeurs volumineuses. Mais on ne voit plus ça. Pourquoi? Parce que dans 65%, c'est des petites tumeurs qu'on découvre au décours d'une échographie ou d'un scanner. Il peut aussi y avoir des signes généraux. C'est quoi ces signes généraux? Une fièvre ou une altération de l'état général. Là, contre le cas est réellement dépassé.
La symptomatologie est liée à d'éventuelles métastases osseuses, douleurs essentiellement. Plus rarement, le cancer du rein peut s'accompagner d'un syndrome paranéoplasique, mais là, c'est vraiment inférieur à 5%. On voyait ça dans l'Antiquité. C'est quoi le syndrome paranéoplasique? C'est une anémie, c'est une hypertension artérielle, c'est une fièvre au long cours, un syndrome inflammatoire inexpliqué, une polyglobulie, une hypercalcémie ou un syndrome de Stauffel. La présence de signes généraux signe souvent une maladie métastatique. Regardez dans cette planche, vous avez le rein droit, vous avez le rein gauche et le rein droit qui est pris par cette tumeur. L'examen clinique, il n'y a aucun signe spécifique du cancer de l'eau. On a parlé de triade, mais c'était bien avant la découverte, avant l'utilisation des découvertes. Il peut y avoir une pâleur en présence d'une anémie, oui. Classiquement, l'apparition d'une varicocèle doit vous faire rechercher un cancer. Après l'examen clinique, c'est l'examen complémentaire, les examens complémentaires. L'examen d'imagerie, dépistage qui est peu précis, c'est des images hyperéchogènes à l'écho. Le scanner abdominal, c'est l'examen de référence. Devant toute masse rénale, vous devez faire un scanner. Alors, le diagnostic de tumeur est posé devant une lésion qui est hétérogène, irrégulière, d'éventuelles plages de nécrose centrale qui seraient après injection de produits de contraste. Ce scanner aussi, donc, on a étudié la tumeur, on va aussi apprécier l'extension loco-régionale. Tout dépend si la tumeur est à droite. On va étudier le foie et les organes de voisinage, à savoir le côlon ascendant. Si nous sommes à gauche, la queue du pancréas, la rate. Vous allez apprécier aussi la graisse périrénale et la quinte surrénale. On recherchera aussi l'envahissement veineux, donc d'un éventuel thrombus dans la veine rénale ou dans la veine cave. Faire le bilan d'extension, rechercher des adénopathies lombo-aortiques métastatiques et des métastases hépatiques. Apprécier notamment le rein contralatéral pour savoir s'il y a une tumeur contralatérale. Donc, vous voyez bien l'intérêt du scanner dans les masses rénales. Je répète, vous allez apprécier la tumeur. Deuxièmement, voir cette tumeur et les organes de voisinage. Troisièmement, vous allez apprécier la veine rénale à la recherche de thrombus au niveau de la veine rénale ou du niveau de la veine cave. Et vous allez aussi faire votre bilan d'extension à la recherche d'adénopathie ou de métastases hépatiques. Voire faire des fenêtres osseuses à la recherche des métastases osseuses. Et aussi, n'oubliez jamais d'apprécier ou de faire apprécier le rein contralatéral. Les examens biologiques, toujours la fonction rénale va être recherchée. La formule, la numération en formule sanguine, en cas d'anémie bien sûr, et éventuellement pour transfuser et préparer votre malade à la chirurgie. En cas de maladie métastatique, les plaquettes, la calcémie de LDH, qui sont dans ce contexte des facteurs pronostiques. Toujours cette coupe scalographique qui nous montre toujours un rein tumoral droit. Vous avez un rein tumoral droit avec un thrombus de la veine cave, vous voyez. Pardon, de la veine rénale avec la veine, vous avez le rein ici, donc la masse rénale, et le thrombus de la veine rénale. Là, il s'agit, regardez, d'une masse rénale. Ça, c'est une dilatation de masse, je ne saurais vous dire, donc on parle de tumeur rénale bilatérale. Bilatérale ici, vraiment.
c'est pareil, tumeur rénale droite avec adénopathie au niveau du pédicule. Hein, vous avez regardé ça. Alors, vous avez l'aorte. Okay. Et cette adénopathie, vous voyez, elle engaine le pédicule à ce niveau-là. Le scanner thoracique est systématiquement demandé à la recherche de méta pulmonaire. L'IRM, elle n'est pas systématique. Elle peut être demandée dans les cas suivants pour mieux évaluer le niveau supérieur d'un thrombus de la veine cave, ou bien pour analyser une petite tumeur inférieure à 4 cm, ou en cas d'insuffisance rénale, qui vous conviendrait avec moi, que vous ne pouvez pas injecter du produit de contraste lorsqu'il y a une insuffisance rénale. Le bilan d'extension, toute tumeur du rein doit avoir un scanner abdominal et thoracique, la scintigraphie osseuse et cérébrale sont demandées devant la présence de symptômes. La place de la biopsie, on en a parlé tout à l'heure, elle peut se faire sous échographie ou sous scanner. Son intérêt est discuté car il y a environ 10% de faux négatifs. Vous voyez, 10% de faux négatifs. Indiqué en cas de doute, on l'a dit tout à l'heure, en cas de doute entre un cancer, une tumeur bénigne, entre un lymphome ou un sarcome, une petite tumeur localisée chez un patient âgé ou avec de nombreuses comorbidités chez qui on ne peut pas intervenir chirurgicalement, chez un patient aux antécédents de tumeurs extra-rénales pour écarter des métastases rénales, et chez les patients qui ont une tumeur du rein métastatique pour avoir une preuve histologique avant de débuter un traitement angiogénique. Vous voyez, tumeur du rein métastatique, ça veut dire que la tumeur n'est plus localisée au niveau du rein, mais elle a métastasé. C'est-à-dire qu'on ne peut plus l'opérer. Mais il faut avoir une preuve histologique pour commencer son traitement ou sa chimiothérapie. La classification TNM, tumeur primitive, c'est la tumeur primitive ne peut être évaluée, TX. Aucune preuve de tumeur primitive, T1, tumeur inférieure à 7 cm, T1A, tumeur limitée au rein, c'est important, et inférieure à 4 cm, T1B, tumeur limitée au rein, mais supérieure à 4 cm, mais inférieure à 7 cm, T2, tumeur limitée au rein, supérieure à 7 cm, T2A, tumeur limitée au rein, supérieure à 7 cm, mais inférieure à 10 cm, T2B, tumeur limitée au rein, supérieure à 10 cm. T3, deuxième pose. C'est le deuxième pose. Non, c'est bon. Merci. Alors, pour les T3, c'est des tumeurs qui vont intéresser les veines principales ou envahissent la graisse périrénale ou le sinus. Donc, T3A, tumeur envahissant la veine rénale ou l'une de ses branches, la graisse du sinus, donc au milieu du rein. T3AB, tumeur envahissant la veine cave sous forme d'un thrombus sous-diaphragmatique. La T3C, tumeur qui envahit la paroi de la veine cave inférieure ou thrombus s'étendant au-dessus, cette fois-ci, du diaphragme. C'est des tumeurs qui s'étendent au-delà du fascia de Gerota, incluant l'envahissement de contiguïté de la surrénale homolatéral. N, c'est l'envahissement ganglionnaire. N0, pas de métastase. N1, métastase ganglionnaire unique. M, métastase à distance. M0, pas de métastase à distance. M1, métastase à distance. Les facteurs pronostiques, l'histoire naturelle de ce cancer, les facteurs pronostiques, donc c'est la classification TNM, bien sûr. Une tumeur T1 est moins agressive qu'une tumeur T4, c'est normal. Le grade de Fuhrmann, vous vous rappelez tout à l'heure, on a parlé de Fuhrmann 1, et Fuhrmann 2, Fuhrmann 3 et 4. Donc Fuhrmann 1 et 2 sont moins agressifs que les Fuhrmann 3 et 4.
L'altération de l'état général aussi, c'est un facteur de mauvais pronostic. D'autres facteurs cliniques, la présence de symptômes. Dans la biologie, l'anémie, c'est-à-dire que vous avez une hématurie, l'hypercalcémie, thrombopénie, augmentation des LDH, histologique, la composante sarcomatoseuse, la nécrose tumorale, l'envahissement microvasculaire sont mis en avant par certaines études et sont repris par des systèmes pronostiques prédictifs, nomogrammes, mais ne sont pas utilisés dans la pratique courante. La majorité des cancers du rein sont localisés au moment du diagnostic. Ils deviendront métastatiques en cours de l'évolution. Les petites tumeurs inférieures à 4 cm ont un bon pronostic, mais lorsqu'elles sont surveillées, qu'elles sont âgées, elles augmentent lentement. Les tumeurs métastatiques ont un pronostic très péjoratif, 5 à 10% de survie spécifique à 5 ans. Prise en charge thérapeutique. Alors, comme nous sommes devant un cancer, toute prise en charge thérapeutique doit être discutée en réunion de concertation pluridisciplinaire. Pluridisciplinaire, ça impose la présence d'un chirurgien, urologue, d'un oncologue, d'un radiothérapeute, d'un anatomopathologiste pour discuter des variantes histologiques et éventuellement d'un radiologue pour discuter des cas et proposer une stratégie thérapeutique adaptée à chaque maladie. Les moyens thérapeutiques, en un, vous avez la chirurgie. C'est le traitement de référence du rein, selon la taille, le stade et la localisation de la tumeur. La chirurgie rénale conservatrice, on en a parlé, c'est la néphrectomie partielle. Elle peut aussi parler uniquement de tumeurs, donc tumérectomie. Vous avez la néphrectomie élargie, je vous en ai parlé, la néphrectomie de Robson. On retire en bloc le rein et l'ensemble de l'atmosphère périrénale, à savoir la graisse périrénale et la surrénale. Toutes ces chirurgies peuvent se faire par voie ouverte ou laparoscopique avec éventuellement une assistance robotique. En cas de thrombuscar, celui-ci est retiré une cavotomie pour thrombectomie et même temps que la tumeur, c'est-à-dire faire la néphrectomie et enlever aussi le thrombuscar. Les traitements ablatifs, le principe est de détruire la tumeur par une énergie thermique. Il y a deux techniques principales, la radiofréquence et la cryothérapie. La radiofréquence, on insère dans la tumeur par voie cutanée ou par voie laparoscopique, sous contrôle scannerographique ou sous contrôle visuel, une sonde de radiofréquence qui va créer une hyperthermie. Donc, ça va détruire les cellules tumorales. Vous avez aussi la cryothérapie qui met en place la tumeur par voie percutanée ou laparoscopique, une sonde qui va générer par l'intermédiaire d'un gaz réfrigérant une boule de glace qui détruira la tumeur. Il est nécessaire d'avoir fait une biopsie auparavant pour confirmer que la tumeur est maligne. Ce sont des traitements qui sont réservés aux petites tumeurs, donc inférieures à 4 cm, chez des patients âgés avec des comorbidités importantes, chez qui la chirurgie est contre-indiquée. Ce sont des techniques moins invasives que la chirurgie. La surveillance active, on peut, chez les patients très âgés réellement, choisir de faire une surveillance, notamment contre la taille de la tumeur respective, donc inférieure à 4 cm, car les tumeurs évoluent vraiment lentement, très lentement. La surveillance, elle se fera par une échographie ou scanner tous les 6 mois. Le traitement... Oui, allô? Oui? La technique de la fréquence et la cryothérapie sont pratiquées en Algérie? Là, non. Elles ne sont pas pratiquées. Mais on compte, Inch'Allah, on compte le faire. Pour le moment, non, parce que nous n'avons pas le matériel nécessaire. Nous avons des détails pour commencer à le faire. Oui, entrez.
صحيح. Les traitements angiogéniques, donc, sont réservés uniquement pour les concepts du métastatique. Le principe est de bloquer de façon ciblée les médiateurs ou les récepteurs. Plusieurs molécules sont disponibles. Vous avez les anticorps monoclonaux dirigés contre le VEGF, l'Avastin, c'est connu, inhibiteur des récepteurs du VEGF, du sunitinib ou pazopanib, et d'inhibiteur de la voie mTOR, c'est la temsirolimus ou everolimus. Ces traitements augmentent la survie sans progression et la survie globale pour certains d'entre eux. Donc, les traitements antibiogéniques, si vous voulez, c'est de la chimiothérapie. Elle est réservée uniquement pour les cancers métastatiques. Ils ont de nombreux effets secondaires, l'asthénie, la diarrhée, le syndrome de Mentier, le rush, l'hypertension, et ça coûte également trop cher. On rentre dans le chapitre des indications. C'est très simple. Tumeur localisée du rat, T1, T2, NX, N0, M0, c'est la chirurgie. La chirurgie, grosso modo, soit la tumorostomie, la partielle, voire la néphrectomie et la suite. En cas de risque chirurgical élevé, chez les sujets supérieurs à 70 ans, hein, et qui ont une altération de la fonction rénale, une espérance de vie limitée, et chez les patients où les petits, qui ont une petite tumeur, on peut proposer une surveillance active ou un traitement ablatif, c'est-à-dire à base de radiofréquence ou de cryothérapie. Pour les tumeurs du rein localement avancées, c'est-à-dire un T3 ou T4, le traitement recommandé reste la néphrectomie. Éventuellement, elle est associée à un geste complémentaire, voire un curage ganglionnaire, ou la thrombectomie pour enlever le thrombus cave. L'intérêt des traitements angiogéniques en néoadjuvant ou adjuvant est en cours d'évaluer. C'est-à-dire que vous voyez bien que dans le T3 et T4, on n'est pas encore dans le métastatique. Donc, on ne donne pas encore de traitement angiogénique. Et vous allez le retrouver dans les tumeurs métastatiques où le traitement médical est recommandé. C'est des anti-angiogéniques. Maintenant, si les sujets sont jeunes, hein, et que vous avez quelques métastases, on va dire, des sujets aussi métastatiques, vous pouvez faire la néphrectomie ou la tumérectomie. Déjà, vous allez enlever la tumeur. Deuxièmement, vous allez pouvoir faire une étude anapath pour classer justement cette tumeur. Et troisièmement, confier le malade aux oncologues pour entamer justement sa chimiothérapie. La surveillance, elle a deux objectifs. Dépister une récidive locale, on a parlé tout à l'heure de récidive et de métastase, et surveiller la fonction rénale. Pourquoi? Parce qu'on aura enlevé un rein et on doit surveiller le rein restant. Donc, pour la surveillance, il n'y a pas réellement de consensus. Modalité de surveillance, c'est l'examen clinique, l'échographie rénale, TDM par rapport à une autre pelvienne, voire une fonction rénale. Voilà. Merci pour votre attention. Y a-t-il des questions? Allô? Merci, professeur. Apparemment, il n'y a pas de questions. Il n'y a pas de questions. Apparemment. Eh bien, je vous dis bon courage. Et vous avez mon numéro justement pour le dernier cours. Hein? Oui. Parce que je vois que vous êtes descendu à 27. Arbouga. Hein? بالك عيا professeur. ومعي وانا واش نقول؟ حليلك. أنا خارج من البلوك. أنا من الصباح. يعطيك الصحة professeur. Merci. Bon courage. Merci. Salut.